10h, 11h sur Sauter FM tous les samedis. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Semaine à la Loupe, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage et d'analyse des sujets ayant marqué l'actualité le long de la semaine. Au sommet ce matin, la rédaction se penche sur pêle-mêle des sujets. Un sujet principalement qui continue de défrayer la chronique, la fermeture des frontières nigériennes. Le nouvel épisode, c'est que la levée des barrières entre le Niger et le Nigeria est intervenue hier, vendredi à 0h. Mais quant au Bénin, le Bénin est toujours en sursis et donc isolé. Quelle appréciation et interprétation peut-on faire de cette actualité? Eh bien, l'avis des débatteurs dans quelques instants. Aussi sur la question de la disponibilité de l'eau potable pendant que l'on commémorait à l'échelle mondiale la journée de l'eau. Malanville faisait face depuis quelques jours, sinon environ une semaine, à une irrégularité répétée d'eau potable de Soneb donc, et la Soneb réagit et se dédouane en portant la responsabilité à une autre structure, à la structure sœur qu'est la Société béninoise d'énergie électrique SBE, une autre société dont le service est devenu aléatoire. On en parle en plateau débat. On parlera également de cette bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignants qui ont eu une flopée de mesures de la part du gouvernement. Enfin, le cri de cœur de ces derniers est entendu, peut-on dire? On se pose la question. Le regard des débatteurs à suivre également. D'autres sujets au plan local pourraient se greffer à ces principaux axes de décryptage ce matin sur Sauter FM. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui samedi 23 mars de l'an 2024. Merci de vous installer confortablement. On s'installe confortablement. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Luc Mandoroutier, bonjour à tous. Pierrette Apova, bonjour. Oui, le sujet continue de défrayer la chronique. Il s'agit de la fermeture des frontières nigériennes. Le nouvel épisode, c'est que la levée des barrières entre le Niger et le Nigeria est intervenue hier, vendredi 22 mars de l'an 2024 à 0h. Eh bien, on peut dire que de ce côté, les choses se normalisent, Bruno. Oui, ça dépend du sens de forte diplomatie que dispose ce pays, le Nigeria. Donc, vous le savez si bien, c'est nous qui avions été la première, sinon le premier pays à lever notre barrière du côté Niger. Mais malheureusement, on apprend déjà que c'est de l'autre côté du Nigeria que ça a été déjà favorable. Ça, c'est ce pourquoi moi j'ai dit, ça dépend du sens poussé de négociation, de communication qu'ont ces autorités nigériennes. Et c'est ça qu'on devait peut-être imiter. Ou est-ce que ça a été fait, ou est-ce que ça va se faire dans les tout prochains jours? En tout cas, quoi qu'on dise, quelque chose a marché dans l'ombre. Les gens ont certainement mis en place des stratégies pour quand même pousser les officiels à quand même penser à une ouverture officielle des frontières entre ces deux pays, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria. Oui, il faut le préciser parce que beaucoup ont repris notre article pour plutôt attribuer cette rouverture à la frontière Bénin-Niger. Il n'en est pas question, Pierrette Apova, vous l'avez constaté hier. La frontière reste hermétiquement fermée. La frontière Bénin-Niger, le point de reste hermétiquement fermée jusqu'à l'heure où nous parlons. Parce que jusqu'à hier, nous sommes allés sur le terrain. Rien n'a bougé, c'est toujours le blocus total. Mais c'est vraiment dommage que d'autres organes ont pris l'article qu'on avait relayé par rapport à l'ouverture de la frontière Niger-Nigeria. Et on cite même Sauter FM pour dire que Sauter FM a annoncé l'ouverture de la frontière Bénin-Niger, alors que ce n'est pas le cas. Oui, on a assisté hier à l'ouverture de la frontière Niger-Nigeria. Moi, je me suis posé la question de savoir, les deux pays étaient pour l'intervention militaire. De l'autre côté, au moment où il y avait eu ce putsch. Mais presque la majorité des sommets extraordinaires pour décider de ce qui serait fait pour rétablir l'ordre constitutionnel
au Niger était fait à Abuja, au Nigeria, je pense bien, Lukman Ocho. Maintenant, qu'on nous dise qu'aujourd'hui, nous sommes les premiers à lever nos sanctions, à ouvrir notre frontière, et que à peine de l'autre côté, le Nigeria décide d'ouvrir et environ une semaine après, automatiquement, les autres aussi tendent la main pour dire, bon, d'accord, nous sommes prêts à ouvrir. Je me pose la question, parce que je suis Pete Lukman Ocho, tel que l'a dit Bruno Gakli, forcément, il y a eu quelque chose qui s'est fait dans l'ombre, que nous, peut-être, on est en train de refuser de faire, Lukman Ocho, sinon, ça ne s'explique pas. C'est comme pour dire, bon, c'est vrai, vous avez levé pour vous, mais nous ne sommes pas encore prêts. Alors que de l'autre côté, à peine une semaine, 7 jours environ, on ouvre déjà. Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, que le Bénin doit chercher à comprendre et imiter le pas du Nigeria à Lukman Ocho. Bruno Gakli, imiter les pas, vous l'avez aussi évoqué, il faudrait que le Bénin peut-être jette un coup d'œil de l'autre côté pour voir ce qui a été mis en place pour ce succès de diplomatie et entre le Nigeria et le Niger. Pour vous, que doit faire le Bénin dans tout ça? Mais avant d'en arriver à votre question, moi je voulais juste un peu caricaturer pour montrer aux uns aux autres que quand parfois ça arrive, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Vous n'avez pas de femme, vous rendez visite à votre ami et vous constatez qu'il y a eu une altercation, échange de propos violents entre les deux personnes, maman et mari et femme. Oui. Tout de suite, vous dites à votre ami, sors ces bagages, il faut qu'elle parte. Et bizarrement, lui, en tant que votre ami, il prend les bagages, il les met au dehors. Au même moment, vous ne vous êtes pas dit, est-ce qu'il a de femmes, lui, qui me conseille de le faire? Alors, je reviens pour dire, on n'a pas aujourd'hui, forcément, on n'a pas les mêmes problèmes. Le Nigeria et le Niger, on n'a pas le même problème. Bénin, Niger, on n'a pas le même problème. Le sommet a été organisé naturellement à Abuja. Et du coup, c'est que on savait, Pierrette l'a souligné, il avait été dit que ces pays qui font partie de la CEDEAO vont envoyer les contingents pour aller frapper. Aujourd'hui, même cette question, on n'a pas encore vu une sortie officielle, concrète pour lever ce voile-là. On n'a pas encore vu, mais ça a été dit, non, il n'y a plus d'intervention. Non, ça a tout de même été dit que les sanctions sont levées. Les sanctions sont officiellement. levées. Peut-être que l'intervention militaire aussi fait partie de la pile des sanctions qui étaient prévues. Moi, j'ai dit, et je vais toujours le dire, je le martèle, je me suis toujours mis à la place des uns et des autres. Et si vous avez dit entre-temps, je reviens toujours pour caricaturer. Un voleur vous a averti, vous en tant que propriétaire, et de visu, dans votre propre yeux, vous a dit, je viendrai vous voler. Mais à n'importe quand. Donc, en tant que propriétaire, désormais, toute personne qui entre dans votre concession, vous serez en train de vouloir filtrer ce dernier. Du coup, le voleur n'est jamais arrivé vous dire officiellement, mais vous avez appris ça certainement de façon verbale quelque part, il n'est jamais arrivé où monter au créneau et dire, monsieur le propriétaire, j'avais dit, je viendrai vous déstabiliser, vous frapper. Maintenant, je quitte ces propos, devenons des amis, oublions les différends qu'il y avait eu entre nous. Aucune procédure de communication n'a été faite. Alors, vous voulez que le propriétaire se laisse faire? Ici, c'est une question d'honneur. À tout moment, lorsque le voleur vous dira, monsieur le propriétaire, je viens de vous frapper, et vous avez appris au dehors qu'il a dit, bon, non, juste c'était... Et du coup... C'était pour le faire peur. Tout le monde entre dans votre maison. Parce que madame vend les condiments, tout le monde entre, achète, sort. Un jour, ce volet entrera, vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas filtrer. Il va vous déstabiliser, il va vous ennuyer. Ici, les putschistes qui sont au pouvoir, c'est une question d'honneur militaire. C'est les militaires qui sont encore au pouvoir. Du coup, la frontière sera ouverte. Tout va commencer. Les transactions, le commerce sur la route, tout. Au moment où on avait dit, pour aller frapper, on passera par le Bénin. Et la voie du Bénin est plus rapide. Bon, ça n'a jamais été dit que bon, c'est par le Bénin. En tout cas, selon les calculs, nous sommes en train d'analyser et de supputer. D'accord. Alors, ici, ça sera ouvert, il aura tout va marcher. Si la CEDEAO veut encore,
il va s'infiltrer dans ce truc-là, dans ce brouhaha, et va déstabiliser le pouvoir en place et réinstaller Bazoum. C'est des calculs et c'est des chemins qui peuvent être possibles, Lukman Ocho. C'est ce qui pourrait expliquer un peu la réticence de Niamey à lever ces barrières selon vous. Pour ma part, du coup, jusqu'à l'instant où nous sommes toujours dans cette réticence à ne pas lever les barrières du côté Niger, c'est des calculs, la crainte, on a peur. Est-ce que ça a poussé même les autorités, les officiels du Niger à faire une descente inopinée. Et cette descente, je ne suis pas militaire, je ne suis pas un agent de renseignement, mais de ma position de journaliste, ces derniers sont entrés, donc juste pour dire, visite de terrain, tout ça là. Personne ne sait ce pourquoi. Parce que les militaires ont leur jargon, leur stratégie de regarder les choses, de voir les choses. En tant que journaliste de ma position, je vois toujours que c'est stratégique, il faut visiter le terrain. Est-ce que ce qui a été dit, vous le savez très bien, on a appris, il repoussait les forces françaises de l'autre côté, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Maintenant, repousser les Français, est-ce que les Français ne sont pas allés s'installer de l'autre côté d'une partie du Bénin? Et forcément, ils auraient des agents de renseignement qui allaient mieux leur filer l'information. Mais ici, ils sont redescendus sur le terrain pour juste peut-être montrer aux yeux du monde que c'est juste une visite de terrain, etc., etc. Mais ils étaient naturellement avec certains de nos autorités. Oui. Mais qu'est-ce qui a filtré de cette descente? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que derrière ça, une séance de travail a été faite pour des négociations? On n'est pas sorti, on n'est pas monté au créneau pour le faire. Il était dit que les 112 qui allaient suivre une délégation d'officiels de Niamey devraient revenir au Bénin pour discuter de la possible réouverture des frontières, mais aux dernières nouvelles, en son temps, voilà. Été à 10 km du Bénin à la frontière pour faire leur tournée. Et l'objet a été orienté autrement que désormais, c'est une tournée pour doper le moral des troupes en position à la frontière. C'est stratégique. Ils sont militaires et c'est normal. C'est la moindre des choses. C'est ce qu'ils pouvaient faire et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont descendus à Malanville pour constater de visu le terrain. Est-ce que entre-temps, si nous sommes favorables à lever nos barrières, est-ce que c'est favorable? Du coup, malgré tout, moi je dis, à l'instant où nous sommes en train de parler, il va falloir des voies de communication. Créer des instances d'audience entre ces deux pays. On en vient tout à l'heure sur peut-être, est-ce que le Bénin dispose d'une voix audible auprès de Niamey? Pierre Tapovo, la situation est telle que Niamey à l'époque avait annulé, sinon il y a quelques semaines, annulé cette deuxième mission qui devrait annoncer la rouverture de la frontière. Et d'ailleurs même beaucoup de médias avaient très tôt fait d'annoncer cette rouverture, mais sur le terrain, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment où nous parlons, la fermeture de la frontière est maintenue. Vous voyez, je dis toujours une chose. Il y a quelque chose que les autorités ne veulent pas nous révéler, sûrement. Parce que... Lesquelles? Du Niger ou du Bénin? Du Bénin. D'accord. Je le dis parce que forcément, il y a eu des échanges entre les autorités qui sont de l'autre côté du Niger et nous, nos autorités ici au Bénin. Parce que s'il y a eu aujourd'hui ouverture de la frontière Niger-Nigeria, il y a eu des échanges. Et les deux parties se sont mises d'accord forcément sur un point. Donc du coup, je me dis toujours qu'il y a quelque chose peut-être que les militaires au pouvoir de l'autre côté du Niger sont en train de réclamer. Ou bien attendent. Et que peut-être le Bénin n'est pas partant pour ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on était les premiers à dégager, à dégager nos barrières. Non, ce n'est même pas ça, à dégager nos barrières, mais en son temps, on était les premiers à fermer pour nous. Oui. À part ça, c'est en tout cas parmi tous ces présidents qui étaient au sommet d'Abuja pour décider des sanctions prises contre le Niger.
En tout cas, je ne sais pas si les autres chefs d'État ont déclaré officiellement devant la presse, mais nous, notre président avait déclaré, on a appris, on va rétablir l'ordre constitutionnel au Niger par tous les moyens. Donc, quand vous le dites comme ça, c'est que vous avez déjà offensé, non seulement ceux qui sont au pouvoir, mais vous avez offensé plusieurs personnes de l'autre côté du Niger qui forcément ne voudraient pas aujourd'hui vous laisser tomber le problème et vous tendre la main. Donc, je le dis, peut-être ils sont en train de vouloir quelque chose de nos autorités, de notre gouvernement, mais qui n'est pas encore partant pour ça. Oui, on a quand même, on peut le dire, c'est une question d'honneur. Peut-être qu'ils veulent qu'on vienne vers eux et que peut-être nous, on ne veut pas aller. Il y a toujours, en tout cas, il y a un point qu'on ne veut pas toujours le dire officiellement. Oui, quand même, Patrice Talon, le chef de l'État béninois, a fait son mea culpa un peu avant le sommet qui a consacré à la levée des sanctions de la CEDEAO d'Abuja, je crois le 24 février dernier. Avant ce sommet, le chef de l'État a animé un point de presse au cours duquel il a reconnu qu'il y a eu des erreurs de leur part évidemment, et qu'il souhaiterait prendre langue avec les autorités nigériennes pour rétablir les bonnes relations de voisinage. Oui, je vois. Je vous ai offensé, on peut le prendre ainsi. Je vous ai offensé. Oui. J'ai dit des mots qu'il ne fallait pas dire. Ça vous a énervé. Mais vous avez maintenu votre position, moi, mais j'ai maintenu ma position. Nous sommes restés comme ça pendant un bon moment. Moi, j'avais espoir que vous, les sanctions que j'ai dites contre vous, les sanctions qu'on a prononcées contre vous, c'est que vous n'allez pas les supporter et c'est à vous de revenir vers moi pour vous humilier. C'est un exemple que je donne. Et puis, un bon bout de temps, c'est que vous n'avez pas fléchi. Et donc, du coup, moi, je vois que si la situation continue comme ça, ça ne nous arrange pas. Ça ne vous arrange pas, mais ça ne m'arrange pas également non plus. Je prends à témoin tout ce que j'avais pris à témoin pour vous offenser. Et je dis que je regrette ce que j'ai dit et que je veux qu'on laisse tomber l'affaire. Est-ce que vous avez accepté? Vous n'avez pas encore accepté. C'est si vous voulez que vous acceptez et ça s'arrête là. Mais peut-être que vous allez vouloir d'autres choses. Oui, tu t'es excusé, mais pour ce que tu avais dit en son temps et ça m'a offensé, moi je veux que tu fasses telle chose avant que je ne laisse tomber l'affaire. C'est de ça qu'il s'agit. On ne sait pas, on ne saurait le dire, mais forcément, il y a un souci, il y a un problème encore qui ne va pas au niveau de l'autre côté et qu'ils veulent peut-être des démarches de la part de nos autorités. Et justement, on a comme impression que c'est un dialogue de sourds entre le Bénin et le Niger, entre évidemment les dirigeants. Le Bénin a-t-il un interlocuteur valable pour Niamey, selon vous? Notre ministre des Affaires étrangères, là, je pense que cette affaire-là est de son ressort. C'est à lui de jouer toutes les cartes, toutes les possibilités qu'il a en main. N'aurait-il pas joué les cartes là? Oui, il a joué, mais ça ne suffit pas. Là, maintenant, il faut faire vraiment l'impossible, parce que quoi qu'on dise, autant la situation perdue, autant la fermeture reste toujours fermée, autant nous sommes en train de souffrir. Les populations à la base, et je l'ai toujours dit, les deux côtés, les autorités du Bénin, les autorités de l'autre côté du Niger, vont ressentir les impacts, mais ce sont des impacts sur l'économie béninoise, sur l'économie nigérienne, mais les populations à la base le ressentent directement sur leur quotidien. Bruno Gakli, c'est un secret de polichinelle que parfois dans nos sociétés qu'il faut recourir à certaines formes de négociation. Faut-il peut-être pas abandonner les démarches des officiels pour sans doute regarder vers les dignitaires, les têtes couronnées ou alors des personnes d'une certaine notabilité, des notables, j'allais dire, qui pourraient peut-être, on ne sait jamais, c'est important, peser dans la balance. Et au-delà, avant d'en arriver à votre question, au-delà de tout, il faut reconnaître aussi cet aspect qui pouvait nous échapper. Aujourd'hui, il y a 3 pays qui sont mis ensemble. Dans cette situation que vit le Bénin avec son voisin du Niger, les autorités du côté béninoise, ou je dirais peut-être la CEDEAO n'a pas su jouer les bonnes cartes au moment opportun. Lorsque la situation était arrivée, ils auraient pu, après un mois ou après une semaine, ils sortent pour désamorcer ce qui a été dit. Déjà,
Ça a pris le temps, ce qui a déjà poussé ces derniers à se mettre en alliance. De telle en sorte qu'on sait désormais que, même si ce n'est pas encore officiel comme cela se doit, mais pour l'heure, le Niger, le Mali, le Burkina Faso constituent ces deux alliances, ces deux forces qui, dans l'ombre, sont soutenues par un pays. Une puissance étrangère. Une puissance étrangère qui leur donne la force de dire, gardez, tenez fort, je suis toujours derrière vous, quoi qu'on dise, quoi qu'il arrive, gardez, soyez forts. Peut-être c'est ça qui pousse le Niger à toujours garder ses dents serrées. Ils se disent, nous on a derrière nous une puissance, parce qu'on a déjà pour nous repousser une puissance qu'on n'aimait pas sur notre territoire. Maintenant, l'autre puissance vous fait la cour, vous acceptez. Du coup, ça leur donne la force de toujours garder leurs dents serrées. Parce qu'on apprend dans les couloirs que dans les tout prochains jours, ils vont sortir leur monnaie, tout ça là. Quoi qu'on dise, ils vont sortir leur monnaie, oui. Ça va avoir toujours d'impact sur la population à la base, sur les affaires diplomatiques, et ainsi de suite. Parce que forcément, si désormais ils le font, les fils de ce pays qui vont venir dans les pays qui constituent la CEDEAO vont désormais exhiber comment on appelle les trucs de séjour là. Oui, les titres de séjour. Voilà. Ou alors les visas. Les visas. Et voyez-vous ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on a repoussé l'autre pays étranger. Maintenant, on accepte l'autre pays. Tôt ou tard, les Africains, il va falloir qu'on travaille dans la tête. Tôt ou tard, on va dire, ce nouveau pays qui est en train de nous faire la cour, qu'on a accepté, on est fatigué de ce pays. Et on va tendre la main à quel pays? Donc, moi, je pense qu'il est temps. On a parlé de pays colonisateurs, on a parlé de tout ça là. Il va falloir que les pays africains là commencent par réfléchir. Parce que j'ai constaté qu'il y a une forte montée de la nouvelle génération vraiment qui veut changer les choses. Mais on donne toujours la main à une force, à une puissance extérieure pour continuer la marche. Et comme ça, on ne va jamais parler développement. Alors, pour arriver à votre question, oui. Lorsque ça ne va pas, même socialement, on l'a toujours fait. Lorsque vous frappez votre enfant, dans le passé, ça se faisait, on frappe l'enfant. Et l'enfant fuit, l'enfant quitte la maison. Maintenant, l'enfant va chercher un sage qui peut influencer de par son social, son charisme, le papa. Et comme ça, le papa arrive à accepter l'enfant qui a fui de la maison. Cette situation entre le Bénin et le Niger, si du coup, dans l'ombre, il y a des démarches qui ont été menées, ça n'a pas donné, moi je dis forcément, les putschistes ou les officiels au pouvoir ont certainement des amis, ont certainement des connaissances au plan local. Ces derniers font quoi? Ils font quelle démarche pour montrer au peuple béninois ou au peuple nigérien que nous sommes allés en audience, on nous a accepté en audience, voilà, on a discuté de tel ou tel problème. Juste là, on n'a pas vu. On sait au plan local, notamment à Manaville, les députés qui sont à l'Assemblée, qui ont cette force-là, qui ont cette possibilité de demander audience et de rencontrer les officiels de l'autre côté, et pour qu'on dise désormais qu'une fumée blanche est sortie de leur assise. Leur revient-il de s'autosaisir, de mener la démarche sans être consulté ou alors sollicité par le pouvoir béninois? Même si, moi je pense que cette situation aujourd'hui, même en tant que particulier, on peut s'associer, demander audience et plaider. Peut-être la couleur, peut-être que c'est trois couleurs. La couleur A vient, la couleur blanche vient, n'arrive pas à percer le mur. Rouge n'arrive pas à percer. Peut-être que c'est cette frange de la population qui n'est même pas considérée. Peut-être que c'est l'association des jeunes du Bénin, l'association des jeunes du Bénin qui a demandé audience, qui a plaidé que ça a marché. Peut-être que c'est l'association des transitaires ou des commerçants. Donc, vous voyez, ça va dépendre de la chance d'une association ou d'une autre, ou d'un parti politique, ou c'est les sages, les têtes couronnées. Sans qu'on ne mène cette démarche, il a une crainte là. Les officiels ont toujours la crainte de savoir, est-ce qu'on a toujours confiance au Bénin? Est-ce que c'est une question d'honneur et de confiance? Il va falloir maintenant qu'on mène des démarches. Si de l'autre côté, les autorités au plan diplomatique ont mené d'autres démarches,
faut pas chaque fois envoyer des courriers. Non. Il faut se regarder dans les yeux pour échanger, pour communiquer. C'est comme ça on arrive à se pardonner. C'est comme ça on arrive à corriger ce qui a été un choc entre nous. Oui. Quelqu'un disait que, voilà, à l'époque, il y avait aussi des appels à un climat beaucoup plus apaisé dans l'organisation des élections au Bénin. Des offices ont été envoyés pour parler au chef de l'État, mais à l'époque, le président ou alors l'équipe à l'époque n'a pas écouté les officiels ou les émissaires. Peut-être aussi que c'est ce qui ferait, d'après certaines interprétations, qu'on n'ait pas trouvé un interlocuteur auprès de Niamey. Alors, Pierre Tapovo, vous avez dit qu'il faut que le ministre des Affaires étrangères joue également toutes les cartes. Maintenant, en dehors de lui, y a-t-il pas d'autres qui pourraient peut-être faciliter les choses dans l'ombre? Dans cette affaire, on ne doit pas laisser la tâche au gouvernement. Oui, c'est de son ressort, c'est de son rôle de chercher à ramener la balle à terre, à rétablir la situation, la collaboration entre le pays voisin et nous, mais quand ça ne va pas, tout le monde est possible. Il est possible que tout le monde mette la main à la pâte. Même simple citoyen que nous sommes, on peut demander audience, seulement qu'on aura peur de le faire. Oui, d'accord, mais si entre-temps, vous n'êtes pas porteur du message de la présidence béninoise, comment ça se fait? Vous prenez des engagements au nom du Bénin. Si entre-temps on dit, bon, c'est par rapport... C'est une association légalement connue au Bénin. Oui. Une association légalement connue au Bénin. Je pense que c'est même une démarche. Je suis aussi citoyenne. Je vais prendre carrément un exemple. Je suis citoyenne béninoise et je souffre de la situation. Si je connais les voies et moyens pour écrire une audience, je l'écris. Si on m'accorde, je vais. Ah oui, ben vous allez... Je vais en tant que citoyenne béninoise. On vous fait comprendre que votre chef a dit ci, a dit ça, on lui a dit de faire ci, il n'a pas fait. Alors, vous faites comment? En allant, j'ai un plaidoyer. Et dans mon plaidoyer, c'est pour aller dire que oui, c'est vrai, on a compris, ça ne va pas. Laissez tomber tout, ouvrez, aidez-nous, nous, au nom de la population, au nom de... En tout cas, compte tenu des souffrances que nous vivons, je l'expose. C'est s'ils veulent qu'ils acceptent. Mais s'ils refusent, je ne peux rien. Mais au moins, j'aurais tenté quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit, mais ne pas rester là, les bras croisés, à souffrir sans rien faire. Il faut bouger un petit doigt pour voir si ça va marcher. Parce que, quoi qu'on dit, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. C'est ce pourquoi moi, j'aurais même pu souhaiter qu'on apprenne dans les tout prochains jours. L'association des conducteurs gros porteurs, on fait un tour au Niger pour vouloir rencontrer Bazou. Comment il s'appelle le président là? C'est Abdourahmane Tiani, voilà. Pour vouloir rencontrer Tiani. C'est un pas. Pourquoi pas les sages de Malanville ou de l'Albouri se sont mis ensemble, on fait un tour de l'autre côté, on souhaitait rencontrer Tiani. C'est possible. C'est possible. Vous savez, elle a dit, je l'ai aussi souligné, chacun a sa chance dans ce qui se passe. On connaît, même à l'instant, on connaît les présidents, les anciens présidents qui peuvent faire l'affaire. Je ne vais pas cacher le nom, je ne vais pas me taire pour le dire. Il y a Iboni qui peut aussi le faire. On sait combien de fois il y a un bonheur de relations. C'est des pions qu'on pouvait utiliser. On peut laisser son ego, on peut laisser tout ce qui s'est passé entre nous, quoi qu'on dise, et utiliser certains pions pour favoriser ce qui ne va pas, ce qui fait mal, ce qui touche les populations à la base, ce qui les fait souffrir à la base. C'est possible. Nous espérons que vos messages, vos appels seront entendus par qui de droit et que les dirigeants béninois, de commun accord avec ceux du Niger, pourront se reparler bientôt pour la rouverture de la frontière entre les deux pays voisins. Mais si ça ne va pas, ce qui va se passer, vous savez, c'est toujours les calculs. Alors, d'ici des mois, au Niger, lorsque ça ne va pas, ça va durer encore, les populations vont se soulever contre les pochistes au pouvoir. Parce qu'ils diront qu'ils sont fatigués. Quoi qu'on dise, c'est une souffrance réciproque. À la base, ici à Malanville, comme au Bénin, nous souffrons parce que c'est des échanges que nous faisons. Donc là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Au moment opportun, c'est que la population va voir que ça ne va pas. C'est toujours, la vie est difficile. Parce que tout ce qu'on amène là-bas, forcément, ce n'est pas le poids nécessaire pour nourrir toute cette population. Donc,
la population aura fait à un moment donné, il va commencer par se soulever contre le pouvoir en place. Donc, ils seront obligés ils seront obligés à penser à la réouverture de ces frontières. Oui, quelqu'un a d'ailleurs dit, vous savez, c'est qu'elle sera ouverte. Tôt ou tard, le ciel a toujours montré une couleur bleue, mais l'eau a toujours coulé du ciel. Ça, il n'a pas, c'est indubitable. Ils vont ouvrir. Et puisque vous parlez de l'eau, eh bien, après ce sujet, ces avis, la question de la disponibilité de l'eau ici à Malanville, pendant que l'on a commémoré à l'échelle mondiale la journée de l'eau, Malanville fait face depuis un peu plus d'une semaine à une irrégularité de l'eau dans les robinets de la Société béninoise d'énergie et dans Société nationale des eaux du Bénin, Pierre Tapovo. Oui, c'est le constat qui est fait, c'est vraiment déplorable ici à Malanville. Alors que hier 22 mars, c'était la journée mondiale de l'eau et selon les explications du ministre Sam Seydou Adambi, c'est Oui. que le gouvernement du Bénin de Patrice Talon a vraiment œuvré beaucoup pour que chaque citoyen lambda puisse avoir de l'eau potable. Mais au-delà de toutes ces actions, c'est que on continue toujours pas souffrir de l'absence de l'eau potable dans certaines contrées. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin, nous sommes ici à Malanville, il y a de l'eau, il y a la SONEB, il y a de l'eau du robinet. Mais le souci actuellement, c'est que ce sont les coupures répétées, les coupures intempestives, les coupures incontrôlées, les coupures qui ne sont même pas annoncées, qui sont en train de gêner les populations à la base. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a dit la SONEB dans son communiqué d'explication face à la situation. Et heureusement qu'il y a eu cette explication qui est descendue, au moins sinon en son temps il n'y avait même pas d'explication et c'était ça qui était le plus déplorable. Nous sommes en train de souffrir, mais vous ne nous expliquez pas pourquoi il y a eu cette situation. Alors que s'il y a eu au moins une petite explication, c'est que vous allez voir la douleur va diminuer un peu. C'est comme quelqu'un qui souffre de la trahison d'un ami ou bien de quelqu'un ou bien d'un copain, d'un compagnon. Il faut forcément comprendre ce qui s'est passé. Et quand vous comprenez ce qui s'est passé, c'est que vous compatissez un peu et la douleur est un peu moindre. Aujourd'hui, la SONEB vient donner ses explications et pointe du doigt la SBE. Dont l'énergie sera insuffisante pour alimenter le système de pompage, les machines, les appareils de pompage. Nous sommes en période de chaleur, une période de chaleur qui coïncide également avec la période du jeûne musulman. Quand on parle de période de chaleur, quand on parle de période du jeûne musulman, tout le monde sait forcément que les produits congelés sont demandés. Et donc, tout le monde aujourd'hui veut vendre de la glace. Tout le monde aujourd'hui veut congeler un produit pour vendre pendant cette période parce qu'on se dit il faut qu'on profite rapidement. Parce que si je ne profite pas, c'est une période qui a une courte durée. Après la durée, c'est la pluie, tout ça. Là. Donc, tout le monde veut profiter de cette petite période. Et ça joue également de l'autre côté de l'énergie où on ressent de la baisse de tension par-ci, la baisse de tension par-là. Quand il y a déjà ceci, moi je pense que on devait être prévisible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, il y a de l'énergie solaire. Il y a de l'énergie solaire. Si aujourd'hui on nous parle que c'est les équipements ou la machine de la SONEB doit fonctionner forcément avec de l'énergie électrique de la SBE, oui, mais si ça peut fonctionner avec l'énergie de la SBE, ça peut aussi fonctionner avec l'énergie solaire. Donc du coup, moi je pense il va falloir vraiment qu'on revoie les choses et que s'il y a possibilité, parce qu'on sait qu'en période de chaleur ici à Malanville, le soleil est vraiment ardent. On peut profiter également de ce soleil-là. Aller aux énergies renouvelables pour vraiment faciliter la tâche aux populations. Parce que l'énergie électrique ne nous suffit même pas en période de chaleur. Et qu'on nous dise que c'est de ça que la SONEB aussi doit dépendre avant de nous fournir de l'eau, ça fait vraiment mal. Ah oui. Bruno Gakli, réaction sur le sujet? Malanville, tout d'abord, Malanville, il faut le reconnaître, a une géomorphologie favorable. Et quand on parle de géomorphologie, qui connaît Cotonou, quand on vient à Malanville, on a l'impression qu'on est presque quelque part à Cotonou. Donc, pas trop loin de sous-sol, vous avez de l'eau. On pouvait se créer des forages, des puits à grand diamètre ici dessus. Et je parie d'ailleurs que s'il n'y avait pas ces forages, ces alternatives, la population malanvilloise souffrirait davantage. Comme une population de Membereke.
où la morphologie n'est pas favorable. Il faut des bidons d'eau, il faut aller acheter loin. Donc, Malanville, forcément, est favorable en temps normal. Les populations devraient avoir de l'eau potable, de l'eau convenablement pour toutes leurs activités. Autrement dit, vous appelez à abandonner la SONEB, c'est ça? Non, pas encore. Mais malheureusement, on constate que la structure qui est disponible pour nous fournir de l'eau potable, parce que on a quitté l'autre échelle pour la structure. L'autre échelle, je voulais parler des puits à grand diamètre, je voulais parler des forages. On préfère utiliser l'eau de la structure de l'État, la SONEB, et malheureusement, c'est que quand il y a coupure, vous n'avez pas de l'eau dans votre robinet. Les populations affluent vers peut-être l'eau de pompe et l'eau de forage ou l'eau de puits installés dans leur concession, voyez-vous, qui forcément ne sont pas des puits traités. On le sait, il y a un quartier, je ne sais pas si c'est un quartier, l'autre côté de la route de Malanville, où ce quartier appelé Galiel, où autant de pluie, même les puits sont infectés. Des petits vers, il y a que et ça infecte les populations à la base. Les infections au niveau des femmes, les infections comme du côté des hommes. Donc, du coup, les populations souffrent, mais sont silencieuses. Elles souffrent, elles ne peuvent même pas parler. La SBE vient ajouter ces problèmes. Quand vous observez tous ces paramètres de la chose, on se dit, mais c'est quoi? On est quand même au Bénin. On devait quand même permettre. Aujourd'hui, on a parlé d'électricité zéro quelque part. Qu'on était quand même, capable de vendre notre énergie électrique. Mais regardez ce qui se passe à Malanville. Malanville est un cas exceptionnel où chaque instant, même on est en train de parler, on ne sait même pas que... On doit se réjouir qu'on ait pu tenir cette émission jusqu'ici, parce que la coupure, personnellement, chaque fois qu'on démarre une émission, il faut prier. Ça, c'est vrai. C'est grave. La disponibilité de l'énergie électrique est aléatoire. C'est un gros souci. Si les autorités nous écoutent ou nous regardent à l'instant où nous sommes en train de parler, ils n'ont qu'à savoir que quand vous affectez les gens pour Malanville, ils courent dans les couloirs pour négocier, pour ne pas venir à Malanville. Malanville, c'est aussi Bénin. Venez voir ce que nous vivons à Malanville. Ah oui. Venez voir, pas d'électricité. Au même moment, vous créez votre puits, le voisin déverse son WC. À côté. Ces trucs-là, ces déchets vont dans votre puits juste à côté. Ouais, on est confronté à d'énormes problèmes. Vous qui nous suivez là, c'est ça nous vivons à Malanville. Ah oui. Pierre Tapouro, la situation est telle que, effectivement, les hommes qui sont affectés pour prendre service ici à Malanville ne peuvent rien d'autre, puisque on dit un homme, une mission, des moyens, peut-être que les moyens ne suivent pas. Et c'est ce que j'ai dit, au-delà de dire que nous avons investi tel nombre de millions pour obtenir de l'eau potable dans telle localité ou pour tirer de l'eau pour les abonnés. Il y a plein de choses que le ministre Sam Seydou Adambi a expliqué. Mais à aucun moment dans cette explication, je n'ai pas suivi la seconde possibilité dont je viens de parler, Au-delà de tout ceci, il faut également mettre les moyens pour l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Parce qu'il y a des contrées telles que je l'ai dit, Malanville, en tout cas l'Euro-Nord, en période de chaleur, c'est le soleil qui est ardent. Il faudrait vraiment qu'on pense à renouveler les équipements, repenser à comment changer, comment ramener le fonctionnement des machines de la SONEB à l'énergie solaire telle que je l'ai dit. Donc du coup, il faut vraiment qu'on profite de ça. Sinon, c'est tel qu'on le dit ailleurs, Egoti, Egota, c'est un peu... ils viennent de couper. Bon, ils ont donné, ils ont coupé. Donc par jour, c'est que si vous donnez à cet exercice de compter le nombre de fois que la SBE a coupé et que la SBE a ramené le courant,
c'est comme de l'amusement, Moi, je me demande... Les jeux de lumière. Les jeux de lumière, est-ce que ce sont mais le vent ne souffle pas pour qu'on nous dise que ce sont les feuilles des arbres qui tombent et qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent. Non, ou c'est ce monsieur qui est là-bas, qui pique le bouton et qui rallume le bouton. Lui, mais il n'est pas fatigué de le faire. Tout porte à croire vraiment que on s'en fout des populations là-bas. On fait ce qui les plaît, et c'est pas bien, Oui, il faut, vraiment. Mais ce qui me réjouit, c'est la descente des ministres en son temps. Oui. C'est vrai, même si certains n'ont pas eu la chance de séjourner ici pendant les 2 nuits là. Mais au moins, ils ont eu l'information. Parce que même les salles dans lesquelles ils étaient pour faire les assises, les échanges, tout ça, là, il y avait eu de coupures de courant. Ils ont goûté un peu à la chose. Le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou, ni à Parakou. Il faut forcément qu'on descende. Et c'est ça qui fait que certaines personnes fuient. Je prends l'exemple de la circonscription scolaire de Malanville. Ailleurs, vous allez, c'est que vous-même, vous avez envie d'aller, il y a la plaque, tout est beau. Mais ici, il n'y a même pas une plaque qui vous montre que c'est la circonscription scolaire. Et c'est plusieurs services publics. C'est délaissé, c'est délabré. Vous avez votre bureau climatisé à Cotonou ou à Parakou, quelque part. Et quand vous vous renseignez, on vous dit, arrivez là-bas, il n'y a même pas clim. Le bâtiment est déjà délabré. Vous allez vouloir laisser Cotonou venir souffrir ici. Alors qu'on sait que le climat, c'est autre chose. Oui. C'est normal. Moi, je trouve vraiment raison à ceux qui le font. Je trouve également raison à ceux qui fuient de venir à Malanville. Mais ce n'est pas la solution. La solution, ils doivent venir goûter. Chacun doit venir goûter. Et c'est comme ça que ça pourra changer. Mais si on fuit, ça voudra dire que nous qui sommes à Malanville ne sommes pas des hommes. Le colon a bien vu, a vu juste Malville. Et effectivement, en temps de pluie, c'est que tout est à l'extrême, chaleur, à l'instant. Nous sommes dans la climatisation, mais on sait ce qu'on sent. On transpire. Malgré la clim. Un peu comme vous dites, il fait chaud dans le frigo. Donc, quittez Cotonou, venez voir, venez goûter un peu Malanville. C'est intéressant. Malanville, c'est très bien. C'est très bien le Koumadoutio. Donc, il va falloir que les autorités repensent la chose. Quand vous prenez des décisions, descendez sur vous-même. Ne restez pas dans les bureaux, dans les 4 coins de vos bureaux pour quand même penser que ça va déjà. Non. Qu'on descende pour constater de visu l'effectivité, l'application de la loi. Beaucoup de phénomènes à Malanville qui sont restés ici, on en a parlé. Ça ne gratte pas le corps de quelqu'un. Ils vont parler, ils vont dire, ils vont se taire. Non, c'est devenu une routine. Non, ils vont dire, ils vont se taire. Non, nous on est dans notre rôle. Si ça ne va pas, on va toujours dire. Même si c'est le même sujet là, on va toujours dire. Jusqu'à ce que le chef de l'État puisse dire, mais ceux-là, ils nous fatiguent. Oui, c'est le rôle du journaliste. Nous ne supportons personne, mais nous sommes au milieu, nous sommes en train de dire rien que ce qu'on peut dire pour le développement, pour le bonheur des populations à la base ou pour le bonheur de tout le monde. Peut-être aussi que les autorités au plan local doivent... je ne dirais pas se réveiller du sommeil, mais doivent engager des actions d'offensive diplomatique, des lobbying pour décrocher davantage de projets au profit du développement de la commune. Oui, c'est très important, Qui ne parle pas sous un arbre. Et aussi orienter ces développements-là, ces actions communautaires sur d'autres axes. Que ça ne soit pas forcément où chaque année, don de sacs au bout de jour, non, on veut aussi don de construction don de forage c'est ça on veut. On veut pas chaque fois là, vous voyez, c'est don de cahiers, don de comment on appelle ça, sensibilisation. Non, il faut qu'on quitte le débat et le discours. Même moi, je voudrais que beaucoup de choses changent, que ce soit dans le Bénin ou Malanville. Quand il s'agit des ateliers ou des trucs là, il faut visualiser les images. Les images pénètrent mieux que le discours. Il faut qu'on quitte ces réalités. Ça, c'est du passé. Quand il s'agit des ateliers ou bien des séances, des séances, il faut visualiser pour mieux toucher les populations à la base. Quand il s'agit des actions concrètes sur le terrain, don de sacs, non. Allons maintenant au concret. Vous allez offrir un sac à un enfant, un bout de chou, 3 ans, 2 ans ou 5 ans, qui est là, tout fatigué, par terre. Au même moment
vous étiez capable de leur offrir des tables et bancs. On a vu regarder ce qui se passe à Malanville. Dans la plupart de nos écoles, les enfants sont encore par terre. Parfois, comme si on est aux années 90. Ce sont les sacs-là qui servent même de siège aux enfants. Donc c'est inutile. Ils sont obligés de déposer, de s'asseoir. Même si on donne à manger, il y a les cantines qu'on donne à manger à ces enfants-là. Les enfants vont manger, ils iront dormir en classe. Donc, il va falloir qu'on repense notre politique de développement, que ce soit au plan local ou national. Ah oui. Et puisque vous parlez de l'éducation, allons-y. Le gouvernement du président Patrice Talon a engagé 5 avantages au profit des enseignants ou des aspirants au métier d'enseignant. On parle de salaire 12 mois sur 12 dès cette année, assurance maladie, garantie, congé de maternité aux AME de sexe féminin, prime d'engagement de 20 000 francs CFA à partir de ce mois de mars 2024. Donc on pourra le constater à la fin de ce mois. Et aussi la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME. Pierrette Apovo. Il était temps, je l'ai dit, je le martèle vivement, il était vraiment temps qu'il y ait enfin ces mesures prises par le gouvernement pour changer, pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie et du travail des aspirants au métier d'enseignant, des AME. Quoi qu'on dise, ils sont près de 80% des enseignants. Du personnel enseignant. Du personnel enseignant au Bénin. On parle d'AME. Et leur début, c'est qu'on ne les considérait même pas trop. On se dit, à quoi ça va aboutir, à la fin du mois, j'ai loué quelque part. Je suppose que je suis un AME de Cotonou et qu'on m'a affecté à Malanville. J'ai loué. Parlons même des affectations. Il y aurait un qu'on a affecté pour Karimaman. Il est parti et sans s'y aller, sans rien dire. Il est parti à la direction. Il est allé, le diesel l'a convié, ou bien c'était le censeur, il est parti. Il a fait juste une journée. Il a posé des questions. Et on lui a répondu comment ça se passe ici. Mais le lendemain, il n'a plus rien dit. Il n'a même pas démissionné. C'est qu'on ne l'a plus revu. Ce n'est pas porté disparu. Et donc, du coup, je prends l'exemple. Je quitte Cotonou, je viens à Malanville, j'ai loué. On me dit que je dois travailler 9 mois et que je dois avoir un salaire de peut-être 9 mois en son temps. 9 mois sur 12, mais 10 mois sur 12. Ça voudra dire qu'à la fin de l'année, avant que je ne reparte chez moi pour les vacances, c'est que je dois libérer la chambre pour ne pas payer 2 mois d'absence de loyer. Parce que je sais que pendant les vacances, je n'ai pas un salaire. Alors que je suis fonctionnaire de l'État. J'ai un contrat avec l'État, même si dans mon contrat, c'est écrit que je ne peux pas avoir de salaire pendant les vacances. Mais on était dans quel pays? Maintenant, les Allemands, ils ont accepté, ils ont supporté parce qu'il n'y a pas de boulot. Bénin, on peut le dire, il n'y a pas de travail. Donc, si vous trouvez... Il faut faire avec. Il faut faire avec, il faut vraiment vous accrocher. En attendant que ça ne change, ils ont tenu bon, ils ont fait des plaidoyers. La dernière fois, une grève de 24 heures. Pour montrer au gouvernement vraiment que ça ne va pas. Aujourd'hui, le gouvernement a entendu. Ils sont passés à 12 mois sur 12. 20 000 francs comme prime d'engagement à la fin de chaque mois. Donc, pour quelqu'un qui est déjà à 80 000, à la fin du mois, ça lui fait 100 000. Donc, c'est vraiment une décision à saluer. Moi, je salue la clairvoyance du gouvernement, la clairvoyance de nos autorités chargées, en charge de l'éducation au Bénin. C'est vraiment bon. Et bravo à eux. Bravo également aux AME. Il nous reste maintenant, même si l'on dit, le reversement. Ça va venir, ça va venir, mais chaque chose en son temps. Au moment où ils avaient signé ce contrat avec le gouvernement, c'est vrai qu'ils avaient pour ambition de devenir agent contractuel de l'État pour toujours. Mais aujourd'hui, ils ne savaient pas que le gouvernement allait entendre leur cri de cœur. Mais si c'est arrivé, c'est que forcément, à un moment donné, ils seront reversés. Donc, patience à eux. Ah oui, patience à eux. Bruno Gakli. C'est quand même une bouffée d'oxygène. C'est purement ce qu'on appelle le social. Le gouvernement, dans son plan d'action, a toujours souligné cet aspect. Parle du social, le purement social. Et bravo au gouvernement. Le hautement social. Même, on peut même dire que c'est déjà le hautement social parce que assez de points, ça allait 12 mois sur 12, des primes de 20 000, congés de maternité, gratuité de l'instruction des enfants des sans parler de la réintégration ces personnes qui étaient SIP du groupe pour défaut de marche ou de revendication.
Aujourd'hui, quand on constate que tout ça a été réglé, moi j'ai été gêné du fait que ces derniers s'accrochent tout de suite à ce gros mot-là, reversement. Non, Pierrette a dit ça sur ce plateau. Tout a été déjà fait. Calmez-vous. Ne parlez même pas. Ne laissez pas qu'on entende même de votre bouche reversement. Calmez-vous. Chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps. Mais du coup, il revient sur le reversement. Bon, ça m'a gêné. J'ai dit non. Calmez-vous. Ne parlez même. Moi, je ne voulais même pas qu'on entende ça. Calmez-vous. Ça viendra, c'est ça? Ça viendra. Vous êtes dans le secret de Dieu, sans doute. Ça viendra. Mais que ça ne soit pas une action politique ou de vision politique. Parce que les élections tendent devant nous nez, il faut qu'on corrige certaines choses. Bon, si c'est même politique, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, ça doit se faire la politique et ça se fera. Si quelqu'un a dit si vous ne faites pas la politique vous fera. Et ils sont en tout cas sur la bonne voie, sur une bonne piste pour dire que on est à la fin d'un mandat constitutionnel. Nous sommes en train de vouloir préparer le terrain. Ils ne sont pas petits. Toutes ces personnes ou la moitié de ces personnes exprimer leur vote à un président, je pense que c'est déjà un point. Donc, ils sont sur une bonne voie. C'est bon. Moi, j'ai félicité la démarche à nos amis, à nos frères AME de garder leur silence. Continuez maintenant. C'est le carburant qui est remis comme ça dans votre corps. Continuez de travailler fort pour que véritablement un jour qu'on parle de reversement. C'est très important. En tout cas, education is the most powerful you can use to change the world, a dit Nelson Mandela, un peu pour dire l'éducation est la meilleure arme qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Pierre Tapovo, pour finir. Pour finir, Lukman Ocho, c'est vrai, il y a eu cette décision prise en conseil extraordinaire des ministres, mais il ne suffit pas de rester là-bas et de dire oui, vous aurez 20 000 francs chaque mois, les AME ont droit au congé de maternité, on doit à ci, on doit à ça. Non, je pense qu'il faut vraiment suivre la mesure sur le terrain pour qu'on ressente le concret. Maintenant, on nous a parlé de la gratuité, ils ne vont plus payer les frais de scolarité. Oui. Et pour ceux qui l'ont déjà payé pour cette année scolaire, doit-on leur retourner cela où ça entre en vigueur? Non, ils ont bien précisé que c'est le 1er mars. 1er mars ou 1er avril. Non. L'effet immédiat de la décision, ça commence à partir de... Non, ça c'est... quand vous parlez du mois de mars, c'est plutôt la question de la prime d'engagement. L'autre, on n'a pas dit, alors qu'on sait que déjà en mars, c'est que peut-être forcément les parents ont fini de solder la scolarité. On ne peut pas manger le poisson reculé. Non, d'accord. On suppose que pour cette année scolaire... Il y a des lois molles. Certainement, c'est l'année prochaine. Bon, même si c'est l'année prochaine, il faudrait déjà qu'avant que l'année prochaine, il faudrait que des dispositions soient déjà prises. On ne veut pas entendre que l'année prochaine, oui, ça a été décidé, mais ça n'a pas encore eu tel effet sur le terrain. Non, il faut vraiment suivre les décisions prises. Il faudrait qu'on dise enfin cette décision, les nouvelles mesures prises pour faciliter la tâche aux AME, il faudrait que ce soit vraiment du concret sur le terrain. Les 6 mesures qu'ils ont prises là soient vraiment constatées sur le terrain. Comme ça, le gouvernement a vraiment tapé fort, tel qu'on le dit. Le gouvernement a tapé fort. Je suis déjà là, j'ai 12 mois sur 12. J'ai le salaire, j'ai un congé de maternité. Qu'est-ce que je cherche pour dire reversement? C'est où la différence, Patienter simplement, ça ira. Très bien. Bruno Gapé, oui, pour finir, très rapidement, moi je voulais adresser un satisfait au gouvernement pour le travail abattu. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il y a d'autres secteurs qui souffrent. Entre-temps, on sait qu'on a pris une décision concernant le secteur privé, mais jusque-là, on ne constate pas le suivi de cette décision. On sait que du côté des fonctionnaires, ça a marché, les primes ont été augmentées. Salariale. Il faut penser également à nos frères des mairies, parce qu'entre-temps, ils ont aussi souhaité que cette mesure les atteigne. Donc, il faut que le gouvernement aille pas à pas pour vraiment combler le désir des citoyens, de ses fils et filles du pays. Et ce sera aussi pour son bonheur. Ah oui.
Merci à chacun de vous. Bruno Gaclé, on se souhaite un excellent week-end. Pierre Tapovo, bonne journée et bon week-end à chacun de nous. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Wouroucheou et à la collaboration technique qui s'appelle Doko Aboubakari, à l'édition Ousmane Tinoala. Mesdames, Messieurs, ne raccrochez pas car le meilleur reste à venir sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir.